La ville était déjà sur les nerfs, elle l'était depuis 28 jours consécutifs. Mais rien de ce qui s'était passé auparavant, ni la vague 72, ni la vague 79, ni même la vague 81 catastrophique qui avait frappé 70 cibles distinctes en un seul bombardement, n'avait préparé les 4 millions d'habitants du Grand Tel Aviv à ce qui allait se produire dans les 43 minutes suivantes. À 02h07 Miran 14h locale précise, le réseau radar du centre d'intégration souterrain du commandement de la défense aérienne de Tsahal, sous le complexe militaire de Kiryat, a enregistré une anomalie simultanée sur plusieurs bandes de fréquences. Le radar de conduite de tir longue portée Green Pine, relié à la batterie d'interception exo-atmosphérique Arrow 3, générait des signaux parasites, non pas un ou deux, mais des centaines. L'ELTA ELM et un 2080 Super Green Pine, capable en temps normal de distinguer une ogive nucléaire en phase de séparation d'un leurre à 800 km, était submergé par un brouillage électromagnétique structuré. Tous les écrans du centre d'intégration affichaient un bruit statique. L'officier de service avait déjà vu du brouillage du genre d'interférence électronique rudimentaire à large bande utilisé par l'Iran au début du conflit. Mais là, c'était différent. C'était chirurgical. Au même instant, 3 avions AWACS E-3 Sentry de l'US Air Force, opérant en orbite décalée au-dessus de la Méditerranée orientale, indicatifs Overlord 1, Overlord 2 et Overlord 3, ont signalé une dégradation simultanée de leur liaison de données Link 16. Leur image aérienne collective, qui alimentait en temps réel le réseau de coordination d'interception multicouche de Tsahal, est devenue inaccessible. La voie de transmission de données tactiques américaines reliant le centre opérationnel d'assistance au combat, CAOC, du Pentagone, situé sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, au commandement de la défense aérienne israélienne, a tout simplement été interrompue. Des responsables du Pentagone, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont par la suite indiqué que plusieurs frappes iraniennes récentes avaient touché des installations directement liées aux opérations américaines. Des cibles dont les coordonnées ne figurent sur aucune carte publique. C'était le prélude. Ce qui se déroulait à cet instant précis, dans le silence absolu des casques des opérateurs radars, était le premier pas d'une opération bien plus vaste et coordonnée qu'une simple vague de frappe. À l'intérieur d'un poste de commandement fortifié, enfoui sous les contreforts des monts Albor, au nord-ouest de Téhéran, un bunker que les frappes américaines et israéliennes tentèrent de localiser et de détruire depuis le premier jour de l'opération Lion rugissant, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution, surveillait un compte à rebours. Sa console était alimentée par 2 liaisons satellitaires distinctes. L'une était iranienne, l'autre non. Des responsables américains avaient signalé que Moscou fournissait à l'Iran des données en temps réel sur les navires et avions de guerre américains, permettant ainsi des frappes de représailles plus précises. Ces données incluaient notamment des flux satellitaires provenant de moyens russes aidant l'Iran à surveiller les mouvements américains au Moyen-Orient. Mais ce qui transitait par ce canal crypté à 2h09, le matin du 28 mars, n'était pas une coordonnée de ciblage. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Les signatures d'émission et les fréquences spectrales précises du système radar AN/APAI2 du drone américain E-3 Sentry, le schéma de saut de fréquence, les intervalles de répétition des impulsions, les paramètres exacts nécessaires à la construction d'un signal de brouillage qu'un équipage de Sentry serait incapable de contrer en temps réel. La Russie avait développé des systèmes de guidage tactique spécifiques pour drones, tirés de son expérience sur le champ de bataille ukrainien, notamment des techniques de saturation d'ondes permettant de saturer les défenses aériennes intégrées. Elle fournissait cette expertise à l'Iran. Désormais, ce savoir-faire était militarisé à l'échelle d'un théâtre d'opération. Le système de guerre électronique dérivé du Mourmansk BN, dont le transit par le corridor Caspien début mars, a été confirmé par les services de renseignement occidentaux, était positionné sur un site avancé, classifié dans le nord-ouest de l'Iran. À 02h9033S, il est entré en service. Son cône de brouillage a balayé la Méditerranée orientale avec une précision chirurgicale. Non pas une attaque à large banc, mais un brouillage ciblé de mode radar spécifique. Il savait exactement quelle fréquence perturber. Le rôle de la Chine fut plus discret, mais non moins déterminant. Pékin avait consacré des années à la transition du système de navigation militaire iranien du GPS américain vers la constellation chinoise cryptée Beidou 3 et s'appuyait sur son réseau satellitaire en expansion pour fournir aux forces iraniennes des renseignements d'origine électromagnétique et la cartographie du terrain. À 2h09, les 340 munitions rôdeuses à réaction Shahed 238, prépositionnées sur 7 sites de lancement au Khouzestan, à Kermanshah et dans les monts Zagros, reçurent simultanément une mise à jour de leur position de navigation Beidou 3.
L'ordinateur de bord de chaque drone confirma son couloir d'approche. Les coordonnées n'avaient pas été transmises bégayant par Téhéran, elles avaient été affinées grâce à des données satellitaires provenant d'une source autre que la République islamique. L'essaim se mit en marche. 734 ailes se déployèrent dans l'obscurité. À ce stade du conflit, l'Iran avait tiré plus de 300 missiles sur Israël, dont près de la moitié emportaient des sous-munitions à fragmentation capables de disperser des dizaines d'ogives explosives dans un rayon de 10 km. Mais sa doctrine avait évolué, l'Iran avait analysé les données d'interception. Il avait observé quel type d'engagement déclenchait à quelle ligne de défense et il avait reconfiguré son architecture de frappe en conséquence. Cette vague n'était pas un barrage de missiles balistiques. Aucun Shahab 3 ni Gadr 110 ne s'élevait d'un silo. Aucun véhicule de rentrée EMAD ne fendait l'atmosphère à Mach 12. Il s'agissait d'une vague de drones, le plus important lancement de drones depuis le début de la guerre, minutieusement orchestré et structuré pour exploiter la fenêtre de 12 secondes entre le plafond d'engagement à haute altitude d'Arrow 3 et la zone d'efficacité terminale à courte portée du dôme de fer. La faille dans la chaîne de destruction. La brèche entre les couches que tout concepteur de défense aérienne s'efforce d'éliminer sans jamais y parvenir complètement. Les frappes iraniennes ressemblaient de plus en plus au schéma opérationnel russe observé en Ukraine, notamment le déploiement d'essaims de drones pour saturer les défenses aériennes, suivi de frappes de missiles de précision contre des sites militaires stratégiques. Comme prévu, à 02-11-08, les premières salves de missiles balistiques furent lancées depuis des positions fortifiées en montagne, non pas pour atteindre directement leur cible, mais pour déclencher les batteries Arrow 3 et les contraindre à engager des intercepteurs face à cette menace volant à la haute altitude. Pendant ce temps, les missiles Shahed, volant à basse altitude, passaient sous la zone d'engagement, invisible pour un réseau radar brouillé. À bord du Kyria, le colonel Yaron Shapira, officier de service, était confronté au cauchemar de tous les commandants de la défense aérienne israélienne depuis 20 ans. Une attaque de saturation multi-axe, multi-altitude, multi-vitesse et multi-domaine contre un réseau radar partiellement hors service. Il lui restait 4 minutes avant que la première vague n'atteigne le seuil d'engagement du dôme de fer. Il prit le combiné de commandement. La ligne vers Overlordson était coupée. 4 millions d'habitants. Près de 40% des tirs de munitions iraniens effectués depuis le 28 février ont visé cette seule métropole. Le rythme des tirs de missiles balistiques iraniens avait diminué depuis le début de la guerre, mais les forces iraniennes s'étaient adaptées, combinant missiles balistiques et munitions rôdeuses au sein des mêmes salves, alternant vitesse, altitude et trajectoire de vol afin qu'aucun système de défense ne puisse tout intercepter simultanément. La batterie Delta 7 du dôme de fer, positionnée sur une aire de stationnement au nord-est de Rishon LeZion, a détecté la première vague de missiles Shahed entrant à 022-14-22, soit 340 contacts simultanément sur son radar d'acquisition. Son ordinateur de conduite de combat, exécutant l'algorithme d'évaluation des menaces développé par Raphaël, a immédiatement commencé à établir des priorités. Quelle trajectoire se dirigeait vers des zones habitées, lesquelles vers des terrains découverts, et lesquelles étaient des leurres programmées pour déclencher le lancement d'intercepteurs. Cependant, cet algorithme avait été conçu pour un environnement de menace supposant un fonctionnement optimal des systèmes de guidage radar Arrow 3 et David's Sling. Sans cette vision d'ensemble, le logiciel d'évaluation des menaces fonctionnait à l'aveugle dans les couches supérieures du système. Il triait des contacts qu'il ne pouvait pas caractériser pleinement. Le réseau de défense était défaillant non pas parce que la menace était inconnue, mais parce qu'il était submergé par un volume considérable d'attaques. Les dépôts d'intercepteurs étaient à court de munitions, les capteurs radars saturés, les équipages épuisés, et lorsque le rapport de force a basculé, les ogives ont touché le sol. La batterie Delta 7 a tiré, la batterie Delta 9 a tiré. Les batteries d'arc métropolitaines au nord et sud ont traité leur file d'attente d'interception. Le ciel au-dessus de la plaine côtière s'est illuminé des détonations secondaires des Shahed interceptés. Mais la couverture n'était pas complète comme elle aurait dû l'être. Il y avait des zones non couvertes. Il y en avait toujours à ce stade de la consommation des intercepteurs. À 02h17 à Romino 44S, le premier missile Shahed 248 non intercepté a percuté un immeuble résidentiel de 7 étages rue Yigal Allon dans le quartier de l'Ev Tel Aviv. Les 2 derniers étages du bâtiment ont été entièrement détruits. Les salles de sécurité situées aux 3 premiers étages ont absorbé le choc de la déflagration et protégé 41 résidents qui s'y étaient réfugiés. Les 11 personnes qui se trouvaient dans les appartements des étages supérieurs, celles qui n'avaient pas pu se mettre à l'abri à temps, n'ont pas eu cette chance.
Le maire de Tel Aviv, Shai Gattegno, avait averti la Knesset que 11% des habitants de la ville ne pourraient pas rejoindre un abri certifié dans un délai raisonnable lors d'une alerte aérienne. 560 abris, 20 abris mobiles, toujours insuffisants. La sirène avait retenti, les 90 secondes, et s'était écoulé. Certains avaient réussi à s'en sortir, d'autres non. Pendant que Tel Aviv encaissait les tirs de drones, une salve de missiles distincte et précisément orchestrée se dirigeait déjà vers la baie de Haïfa, depuis des plateformes de lancement situées dans les monts Zagros. Il ne s'agissait pas d'un tir aléatoire, mais de la poursuite d'une campagne que le commandement aérospatial des gardiens de la Révolution avait décrite dans sa propre documentation opérationnelle, divulguée aux services de renseignement occidentaux début mars, comme la dégradation systématique de l'infrastructure militaro-industrielle énergétique sioniste. L'Iran avait déjà ciblé la raffinerie du groupe Bachan dans la baie de Haïfa, l'un des centres de raffinage les plus importants d'Israël, fournissant du kérosène à l'armée de l'air, du diesel aux véhicules blindés et de l'essence aux particuliers. Elle avait été touchée lors d'une précédente vague d'attaques, endommageant les infrastructures critiques de la compagnie israélienne de gaz naturel et contraignant le pays à envisager le recours au gaz de pétrole liquéfié, GPL, habituellement utilisé dans les foyers. À 2h21, 3 missiles balistiques de précision Fateh 313 ont frappé le complexe industriel de la baie de Haïfa selon un schéma triangulaire. La géométrie de ciblage, 3 points d'impact distants de 340 mètres, exactement, conçus pour neutraliser les structures de stockage renforcées, n'était pas le fruit du travail des techniciens iraniens. Ce schéma correspondait à l'algorithme de dispersion exact utilisé par les forces aérospatiales russes lors des frappes contre les infrastructures de stockage de carburant ukrainiennes dans l'oblast de Lviv en 2023. La Russie avait partagé des conseils tactiques avancés tirés de son expérience sur le champ de bataille en Ukraine, la sophistication des frappes de représailles iraniennes démontrant l'impact direct de cette assistance. L'explosion secondaire survenue dans la colonne de distillation secondaire de la raffinerie était visible depuis le mont Carmel. Des panaches de vapeur toxiques ont commencé à se disperser vers le sud, en direction de la population civile de la baie de Haïfa. Les services d'urgence ont déclenché le protocole Delta 7, prévoyant une évacuation partielle de la zone côtière. Le professeur Marcelo Sterberg de l'Université de Tel Aviv avait averti qu'un impact direct sur les unités de distillation primaire pourrait libérer des nuages toxiques suffisamment denses pour contraindre à une évacuation massive dans toute la baie de Haïfa. Cette hypothèse était en train de devenir réalité. Au Centre national de commandement militaire du Pentagone, il était 19h31, heure avancée de l'Est, le soir du 27 mars. L'équipe de veille nocturne suivait déjà les émissions de guerre électronique anormales qui avaient précédé la vague Tel Aviv-Haïfa. Les moyens de collecte de renseignements électromagnétiques, SIGINT, une combinaison d'avions RC-135 de Rivet Joint et de la collecte de signaux par la constellation SIGINT du NRO, avaient localisé la source du brouillage dans le nord-ouest de l'Iran. Mais la signature des missions n'était pas iranienne. Toutes les analyses spectrales effectuées par le NTOC de la NSA sur la base de données ont abouti à la même conclusion. Une architecture Murmansk-BN modifiée. Matériel russe, logiciel russe, opérateur russe. Moscou avait fourni à l'Iran des images satellitaires provenant des services de renseignement russes, permettant ainsi un ciblage iranien plus précis. Les responsables américains avaient accusé Moscou d'agression indirecte, tandis que l'implication de la Russie avait prolongé la résistance iranienne en améliorant sa connaissance de la situation. Moins de 4 minutes après le signalement de l'incident de guerre électronique, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, s'est entretenu par visioconférence sécurisée avec le général Michael Kurilla, commandant du CENTCOM à Al-Udeid. La conversation fut brève. Hegseth autorisa 2 actions. Premièrement, l'activation immédiate du système de brouillage électronique EA-DIOBJ Growler du carrier Air Wing 8, embarqué sur l'USS Dwight D. Eisenhower, configuré pour contrer les émissions provenant de Mourmansk grâce au mode de réponse en fréquence adaptative du système de brouillage tactique AN/ALQ-99. Deuxièmement, une alerte diplomatique discrète via la ligne directe Moscou-Washington informant le Kremlin que les États-Unis avaient identifié la fréquence de fonctionnement de la plateforme de guerre électronique et que toute récidive serait considérée comme un acte direct de guerre électronique contre les systèmes militaires américains. Le président russe Vladimir Poutine avait précédemment nié tout partage de renseignements avec l'Iran lors d'un appel avec Trump. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff avait réitéré le démenti de Moscou et déclaré que les États-Unis prenaient la Russie au mot.
Ce soir-là, l'équipe de Hegseth disposait, lors d'une réunion d'information confidentielle, d'informations permettant de contredire ce démenti. La question était de savoir comment réagir face à cette information dans un conflit où les États-Unis tentaient simultanément de négocier un cessez-le-feu et de détruire les infrastructures iraniennes. Une confrontation ouverte avec Moscou risquait de rompre le dialogue diplomatique. Le silence, quant à lui, risquait de permettre à la prochaine offensive d'être ciblée avec encore plus de précision. Les EA-18G ont décollé à 2h34. Leurs nacelles de brouillage ont balayé le spectre. 47 secondes plus tard, le radar Green Pine de Tsahal a commencé à recouvrer partiellement ses capacités de suivi. L'autoroute Link 16 a repris vie. Cela n'a pas suffi à sauver les habitants de la route Yigal Allon. Cela a peut-être suffi à empêcher que la vague suivante ne soit pire. Le raid mené le 18 mars sur Bandar Anzali a bouleversé la dynamique du conflit d'une manière que les médias occidentaux n'avaient pas encore pleinement comprise. L'armée de l'air israélienne a frappé la ville portuaire de Bandar Anzali sur la côte iranienne de la mer Caspienne. Une première pour un soldat israélien en mer Caspienne. Tsahal a détruit une corvette de la marine iranienne, 4 vedettes, lance-missiles, plusieurs navires auxiliaires, un centre de commandement naval et un chantier naval. L'ancien commandant de la marine israélienne, Eliezer Marom, a déclaré que l'objectif était de freiner la contrebande russe et de démontrer que l'Iran ne disposait d'aucune défense navale en mer Caspienne. Le secrétaire américain à la Défense a identifié Bandar Anzali comme le principal corridor de transit des armes russes vers l'Iran. Rien qu'en 2023, l'Iran a acheminé plus de 300 000 obus d'artillerie et 1 million de munitions vers la Russie via ce corridor. Désormais, le flux s'est inversé. La Russie envoie des drones et du matériel de pointe vers le sud. En 2025, Moscou avait transféré environ 90% de l'assemblage du Shahed en Russie et le partenariat avait bouclé la boucle. La Russie envoyait désormais des versions améliorées vers le sud, en Iran. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait averti que la Russie verrait d'un très mauvais œil toute nouvelle escalade militaire dans la région caspienne. Mais Israël n'avait pas cessé ses attaques. Le 27 mars, Tsahal a tué le commandant de la marine des gardiens de la Révolution, Ali Reza Tangsiri, et le chef du renseignement naval lors d'une frappe sur Bandar Abbas, une véritable décapitation de la branche maritime du dispositif de frappe en profondeur iranien. L'avertissement du Kremlin n'a pas dissuadé Tel Aviv. La question que le Conseil de sécurité du Kremlin débattait désormais en temps réel était de savoir si cela constituait un franchissement de seuil et si la tolérance de la Russie face aux frappes israéliennes contre les infrastructures reliant Moscou à Téhéran avait une limite. À 2h41, un câble classifié du Kremlin au ministère iranien des Affaires étrangères a été intercepté par les services de renseignement de la NSA. Son contenu n'a pas été rendu public. 40 minutes plus tard, une déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, appelant à une intervention internationale immédiate pour empêcher la destruction totale de la stabilité régionale, a été diffusée. Un langage diplomatique, le genre de langage qui, dans l'histoire des signaux envoyés par les grandes puissances, précède souvent un message plus dur transmis par des voies non diplomatiques. Avant le 28 février, le prix du Brent oscillait entre 69 et 72 $ le baril. Le 20 mars, il avait dépassé les 116 $. Le 26 mars, après que l'Iran a publiquement démenti toute négociation directe avec Washington, le Brent a franchi la barre des 118 $. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a refoulé 3 navires qui tentèrent de franchir le détroit d'Ormuz, déclarant que cette voie maritime était fermée aux navires en provenance ou à destination des ports liés à ses ennemis. Les analystes ont noté que cet incident démontrait qu'un passage sûr ne pouvait être garanti. Le détroit d'Ormuz, voie maritime par laquelle transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole, était de facto fermé depuis sa fermeture par l'Iran le 4 mars. Qatar Energy avait invoqué la force majeure pour tous ses contrats de gaz naturel liquéfié. Les prix du gaz en Europe avaient bondi de plus de 20% et l'Europe abordait cette crise déjà fragilisée. Ses réserves de gaz s'élevaient à 46 milliards de mètres cubes début 2026 contre 60 milliards l'année précédente. Goldman Sachs a relevé à 30% la probabilité d'une récession aux États-Unis. Le prix de l'essence en Californie a dépassé les 10 $ le gallon durant la 2e semaine de mars. Et pourtant, voici l'asymétrie que ni à Washington ni à Tel Aviv ne voulaient reconnaître ouvertement. L'Iran, sous les bombardements les plus intenses de l'histoire moderne du Moyen-Orient, restait le seul grand exportateur de pétrole à continuer d'acheminer du brut par le détroit d'Ormuz.
Bloomberg rapportait le 26 mars que l'Iran avait engrangé des centaines de millions de dollars de recettes pétrolières supplémentaires depuis le début de la guerre, en vendant principalement à la Chine avec la plus faible des cotes par rapport au Brent depuis plus de 10 mois. D'un côté, Israël dépensait 320 000 dollars par intercepteur David's Sling et 650 000 dollars par missile Arrow 3. De l'autre, il lançait des drones à usage unique à 30 000 dollars pièce, plus de 3 000 exemplaires depuis le 28 février. Israël dépensait 10 fois plus par engagement que l'Iran pour l'arme qui l'a déclenchée. Ce n'était pas un défaut dans la stratégie d'usure de l'Iran, c'était sa caractéristique principale. Le secrétaire d'État Marco Rubio était en France pour rencontrer ses homologues du G7 après que le président Trump eut critiqué les pays de l'OTAN pour leur réticence, voire leur refus, de participer à la guerre en Iran. Rubio aurait fort à faire pour convaincre les autres chefs de la diplomatie du G7 de la stratégie américaine dans ce conflit, à laquelle la quasi-totalité des nations s'était opposée. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a publiquement accusé la Russie de fournir un soutien en matière de renseignement à l'Iran dans la guerre visant à tuer des Américains, appelant les États-Unis à accroître la pression sur Moscou. Nous constatons que la Russie aide l'Iran en lui fournissant des renseignements pour cibler et tuer des Américains et qu'elle soutient également l'Iran avec des drones afin qu'il puisse attaquer des pays voisins et des bases militaires américaines, a déclaré Madame Kallas. Le Royaume-Uni n'a pas participé militairement aux frappes. Dans une déclaration conjointe avec les dirigeants français et allemands, le Premier ministre Keir Starmer a condamné les contre-attaques iraniennes et appelé à la reprise du dialogue diplomatique, affirmant ne pas croire à un changement de régime par les airs. La position de la France était plus nuancée. Les chasseurs Rafale F-4 de l'armée de l'air et de l'espace, déployés sur la base aérienne d'Al Dhafra aux Émirats arabes unis et auprès du groupe aéronaval Charles de Gaulle dans le golfe d'Oman, ne participaient pas aux frappes offensives contre l'Iran. Cependant, les moyens de renseignement électromagnétique français, notamment le système ROEM, embarqué à bord du navire de renseignement du Puy de Dôme, opérant dans le Golfe, alimentait en données d'interception l'architecture de renseignement de la coalition Five Eyes France depuis le début du conflit. Le renseignement radar et électronique français était intégré à la chaîne de destruction, même en l'absence de bombardement français. Paris menait un double jeu, prônant publiquement la diplomatie tout en soutenant discrètement le système de ciblage qui permettait de sélectionner les centres de commandement iraniens. À 3h17, un Rafale F-4 de la flottille 12F, embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle, a reçu une mise à jour de ses données de ciblage de la part de la cellule de fusion du renseignement de la coalition basée à Al-Udeid. Son système de guerre électronique Spectra a recoupé la signature d'émission du système Mourmansk-BN qui avait brouillé les radars américains et israéliens 93 minutes plus tôt. Cette fois-ci, les données de ciblage n'ont pas été transmises à Tsahal, mais à un élément de l'US Navy équipé d'un UA-18G pour des opérations de contre-brouillage. Les Français ne menaient pas cette guerre. Ils aidèrent d'autres à mieux la mener. Au moins 180 personnes ont été blessées lors de frappes de missiles iraniens sur la ville de Dimona, dans le sud du pays, où se trouve le principal site nucléaire iranien, et sur la ville voisine d'Arad, marquant ainsi l'une des escalades les plus dramatiques depuis le début de la guerre. La télévision d'État iranienne a présenté ces frappes comme une riposte à une attaque menée plus tôt dans la journée contre le complexe d'enrichissement nucléaire de Natanz, inaugurant une nouvelle phase de représailles dans ce conflit. Dimona, le centre de recherche nucléaire du Neguev. Une installation qu'Israël n'a jamais reconnue ni expliquée officiellement. Le complexe abrite le réacteur à eau lourde Neguev 2 et, selon toutes les évaluations crédibles des services de renseignement nucléaire, CIA, DIA, AIEA et grands groupes de réflexion depuis les années 1980, l'infrastructure de production de l'arsenal nucléaire non déclaré d'Israël. L'Iran avait frappé près de Dimona. Pas directement sur le site, le système de défense terminale multicouche de Tsahal, protégeant le centre de recherche nucléaire du Negev, constituait la zone d'interception la plus renforcée de l'espace aérien israélien, une zone de destruction combinant l'engagement à moyenne altitude par Arrow 2, la défense terminale MSE par Patriot PAC-3, et une capacité d'énergie dirigée classifiée que les services de renseignement occidentaux avaient rebaptisé Iron Fist. Mais l'Iran avait frappé. Près 3 missiles balistiques EMAD ont été interceptés à moins de 12 km du périmètre. 2 ogives ont explosé en plein désert. L'une d'elles s'est abattue sur la ville d'Arad. Dans la salle du Conseil de sécurité nationale de Kyria, la conversation qui suivit n'était pas enregistrée.
mais on pouvait en déduire les grandes lignes d'après ce qui se passa ensuite. À 3h52, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, autorisa une frappe contre une cible classifiée située dans le complexe d'enrichissement souterrain de Fordo, en Iran, dont la puissance dépassait de 3 fois le seuil de dégâts autorisé par les bombardements de la semaine précédente. La spirale de représailles était entrée dans sa phase la plus dangereuse. Les Houthis sont entrés en guerre le 28 mars, menant une attaque de missiles balistiques vers Israël et déclenchant les sirènes d'alerte aérienne à Beersheba. L'attaque a eu lieu après un discours de leur chef. Un nouveau front s'ouvre. Le système dôme de fer, déployé sur le Negev, avait déjà épuisé 43% de ses intercepteurs disponibles face aux bombardements nocturnes. On lui demandait désormais d'intercepter un missile balistique Zulfikar des Houthis lancé depuis le Yémen, une trajectoire qui requérait l'intervention du système Arrow 2 et non du dôme de fer, tout en traquant les derniers débris de l'essaim de drones iraniens et en gérant le périmètre de défense de Dimona. 3 pistes d'interception simultanée, 2 niveaux de menaces différents. Une batterie qui n'avait pas été entièrement rechargée depuis la vague de la veille. La batterie Arrow 2 de Sdot Misha a ouvert le feu. Le Zulfikar a été intercepté en haute altitude au-dessus du sud du Negev. Les débris se sont dispersés dans le désert inhabité. La batterie du dôme de fer a terminé son cycle de tir. Les incendies de Haïfa continuèrent de brûler. À 4h30, le commandement du front intérieur de Tsahal a relevé le niveau d'alerte nationale de jaune à rouge. Pour le 28e jour consécutif, Israël était en guerre. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que les frappes contre l'Iran s'intensifieraient et s'étendraient car la République islamique n'avait pas tenu compte des avertissements lui enjoignant de cesser de tirer des missiles sur la population civile israélienne. Trump a repoussé au 6 avril la date limite pour frapper les centrales électriques iraniennes, affirmant que les pourparlers progressaient très bien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré aux médias d'État que les échanges indirects par l'intermédiaire d'intermédiaires ne pouvaient être considérés comme des négociations. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran maintiendrait sa position de résistance et n'entendait pas négocier. L'Iran a répondu à la proposition américaine par l'intermédiaire d'intermédiaires non identifiés, la rejetant et présentant ses propres conditions. Jane Foley, analyste chez Rabobank, a souligné que la position de Téhéran dans les négociations lui laissait l'avantage. Le détroit d'Ormuz, voie de passage cruciale restant de facto fermée, l'Iran pourrait dicter les conditions de toute résolution. Le soleil se leva sur Tel Aviv à 6h23 le 28 mars 2026. Les équipes d'hostiles de secours étaient toujours à l'œuvre sur le site de l'effondrement de la rue Yigal Allon. Le panache toxique de la baie de Haïfa se dissipait vers le sud à 6 nœuds. Les EA-18G avaient rétabli une couverture radar partielle au-dessus de la Méditerranée orientale. Le corridor d'approvisionnement caspien était endommagé, mais pas coupé. La plateforme de brouillage russe se trouvait toujours en territoire iranien, hors de portée de frappe israélienne, sans pour autant déclencher une confrontation directe avec Moscou. Confrontation que ni à Jérusalem, ni à Washington n'étaient prêts à autoriser. La guerre contre l'Iran accélérait un alignement durable Russie-Chine-Iran que les États-Unis avaient longtemps cherché à empêcher, érodant la cohérence stratégique américaine et affaiblissant les structures d'alliance. La guerre contre l'Iran ne représentait pas uniquement un défi posé par l'Iran. Pour mettre fin à ce conflit et empêcher l'Iran de reconstituer ses capacités militaires, les États-Unis devaient interroger Xi Jinping et Vladimir Poutine sur leur soutien au régime iranien. Mais devoir affronter 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU dotés de l'arme nucléaire, tout en menant une guerre au Moyen-Orient, en gérant une crise énergétique mondiale et en voyant Wall Street enregistrer ses pires pertes en une seule journée depuis 3 ans, ce n'était pas un problème militaire. C'était un problème de civilisation. Les intercepteurs sont en nombre limité. Les drones, eux, sont illimités. La chaîne de renseignement entre Moscou et Téhéran est cryptée et continue. La constellation de navigation Beidou orbite silencieusement au-dessus du champ de bataille, indifférente aux frontières. 28 jours se sont écoulés. La question n'est pas de savoir qui l'emporte. La question est de savoir qui peut supporter le prix de la défaite. Et si la réponse, lorsqu'elle viendra, sera apportée par des diplomates à Islamabad ou par une menace bien plus terrible surgissant de la nuit persane. Restez vigilants, abonnez-vous, car la prochaine vague est déjà en vol.